Et si le rêve australien n'était plus qu'une illusion? L'Australie est un pays qu'on imagine libre, prospère et plein d'opportunités. Une terre immense, des salaires élevés, un mode de vie envié dans le monde entier. Mais derrière cette façade parfaite, un drame silencieux est en train de se jouer. Car dans l'une des nations les plus riches de la planète, des milliers de personnes dorment chaque nuit dans des voitures, des tentes ou sur les trottoirs. Plus de 122 000 Australiens sont aujourd'hui sans abri. Pendant que les prix des maisons explosent, que les loyers s'envolent et que les banlieues s'étendent jusqu'à l'horizon, le rêve australien s'effondre, morceau par morceau. Alors, que s'est-il passé? Comment un pays si riche, avec tant d'espace et de promesses, a-t-il pu en arriver là? Bienvenue en Australie, le paradis en surface, mais l'un des enfers du logement les plus terribles au monde. L'Australie est un pays où le salaire moyen dépasse 74 000 $ par an, soit bien plus que dans la plupart des nations occidentales. Un pays classé parmi les plus heureux du monde, avec un niveau de vie envié, des plages infinies et des villes modernes qui semblent sorties d'un rêve. Mais derrière cette façade que tout le monde envie, se cache une réalité bien plus troublante et sombre. Dans cette nation prospère, vivre sous un toit est devenu un luxe. Malgré un territoire immense et une économie florissante, le logement est devenu l'un des plus chers au monde. À Sydney, le prix moyen d'une maison dépasse aujourd'hui 1,5 million de $, contre 18 000 $ seulement dans les années 1970. Autrefois, 4 années de travail suffisaient pour devenir propriétaire. Aujourd'hui, il faudrait plus de 20 ans de salaire complet, sans dépenser un seul centime. Et Sydney n'est pas seul. Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde figurent toutes parmi les 20 villes les moins accessibles au monde. Les salaires montent, mais les prix s'envolent bien plus vite. On constate de ce fait l'arrivée des familles australiennes dans la liste des familles les plus endettées de la planète. Pourtant, l'Australie ne manque ni d'espace, ni d'argent. Ce qu'elle manque, c'est d'équilibre. Car pendant qu'une partie de la population investit dans des résidences secondaires, d'autres peinent à payer un simple loyer. Et pendant que certains spéculent sur la valeur du mètre carré, d'autres dorment dans leur voiture, à quelques kilomètres des quartiers les plus riches du monde. Le paradoxe australien est là, plus le pays s'enrichit, plus ses habitants s'appauvrissent. Le rêve australien, autrefois symbole de stabilité et de réussite, s'effrite sous le poids des dettes, des loyers et de la spéculation. Aujourd'hui, posséder sa maison n'est plus un objectif. C'est devenu un privilège. Et ce paradoxe, aussi absurde qu'il paraisse, n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat de décennies de choix politiques, économiques et culturels qui ont transformé un rêve collectif en une impasse nationale. Comment un pays aussi vaste, aussi riche, et aussi développé a-t-il pu en arriver là? La réponse tient en 3 mots: culture, urbanisation et politique. D'abord, la culture du rêve australien. Depuis les années 1950, posséder sa maison n'est pas qu'un projet personnel, c'est une identité nationale. Dans l'imaginaire collectif, être propriétaire, c'est avoir réussi sa vie. Les générations d'après-guerre ont grandi avec ce modèle: une maison, un jardin, une clôture blanche. Et pendant des décennies, ce rêve a semblé accessible à tous. Mais à mesure que la population augmentait, ce rêve s'est transformé en piège. Car au lieu de s'adapter, l'Australie s'est accrochée à son idéal de maison individuelle. Les villes se sont étendues horizontalement, créant d'immenses banlieues qui s'étirent à perte de vue. Melbourne, par exemple, couvre aujourd'hui une superficie 6 fois plus grande que Londres, alors qu'elle compte 2 fois moins d'habitants. Et malgré cette expansion absurde, il n'y a toujours pas assez de logements. Pourquoi? Parce que l'Australie construit large, mais pas haut. Au lieu d'investir dans des immeubles denses et modernes, le pays continue de privilégier les pavillons, même quand il n'y a plus de place pour en bâtir. Le résultat se voit clairement. Les grandes villes se transforment en labyrinthes de routes et de maisons espacées, tandis que les loyers flambent dans les zones centrales. À cela s'ajoute un autre facteur, la croissance démographique. Avec 26 millions d'habitants et plus de 400 000 nouveaux arrivants chaque année, l'Australie connaît un rythme de croissance 2 fois supérieur à celui du Canada ou des États-Unis. Une grande partie de cette population provient de l'immigration, un moteur vital pour l'économie du pays. Mais cette croissance démographique rapide exerce une pression immense sur le marché du logement. Chaque année, des centaines de milliers de nouveaux résidents arrivent, alors que l'offre de logement, elle, reste pratiquement figée. Et puis, il y a la politique. Des décennies de décisions publiques ont favorisé la spéculation plutôt que la construction. Les investisseurs immobiliers bénéficient d'avantages fiscaux massifs,
encourageant les achats multiples et la hausse des prix. Dans de nombreuses régions, acheter une deuxième maison rapporte plus que travailler. Le logement est devenu un produit financier, pas un besoin humain. Le résultat, c'est une société déséquilibrée. D'un côté, une minorité qui s'enrichit grâce à la propriété. De l'autre, une majorité qui s'endette pour un rêve qui s'éloigne un peu plus chaque année. L'Australie n'a pas une crise du logement. Elle a une crise de priorité. Et pendant que les gouvernements se renvoient la faute, le temps passe et les prix continuent de grimper. Ce qui était autrefois un rêve est devenu une bombe à retardement. L'Australie traverse aujourd'hui l'une des pires crises du logement au monde, et ses effets se font sentir dans chaque foyer, chaque génération, chaque ville. Le prix moyen d'une maison dans les grandes métropoles dépasse désormais 12 fois le revenu annuel moyen. Pour une famille de classe moyenne, réunir les 20% nécessaires à l'apport initial peut prendre plus de 10 ans de travail. Et pendant ce temps, les prix continuent de grimper. Les loyers, eux, atteignent des sommets. À Sydney ou Melbourne, louer un simple appartement coûte parfois plus de 3 000 $ par mois, soit plus que dans la plupart des capitales européennes. Les conséquences sont dévastatrices, près d'un tiers des locataires dépensent plus de 40% de leurs revenus uniquement pour se loger. Et quand tout devient inabordable, un engrenage implacable se met en marche. Les dettes augmentent, les familles s'endettent sur 30 ans, et beaucoup finissent par s'effondrer financièrement. Aujourd'hui, les ménages australiens figurent parmi les plus endettés au monde, avec un ratio dette-revenu supérieur à 210%. C'est un record. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Le logement n'est plus un pilier de stabilité, mais un poids qui écrase des millions de foyers. Certains couples renoncent à avoir des enfants. D'autres quittent les grandes villes pour s'installer dans des zones rurales où le travail est rare. Et pour une partie croissante de la population, le rêve du pavillon s'est transformé en cauchemar de factures, d'intérêts et d'expulsions. Mais derrière les chiffres, il y a des vies humaines. Des familles contraintes de vivre dans des caravanes, des étudiants dormant dans des voitures, des retraités incapables de payer leur loyer. Pour beaucoup, la ligne entre loger et sans-abri n'a jamais été aussi mince. Car c'est là que se trouve la vérité la plus inquiétante, le sans-abrisme n'est plus un phénomène marginal. Il touche désormais les travailleurs, les jeunes, et même les familles à deux revenus. Le coût de la vie explose, les aides stagnent et les refuges débordent. Quand un pays riche ne peut plus loger ceux qui le font vivre, ce n'est plus une économie, c'est une alarme sociale. Le logement inabordable n'est pas qu'un problème d'argent. C'est le reflet d'un système à bout de souffle, d'un modèle qui a oublié sa raison d'être, permettre à chacun d'avoir un foyer. Et si rien ne change, cette bombe sociale risque d'exploser bien au-delà des murs des maisons australiennes. Derrière chaque chiffre, il y a une réalité. Des visages, des histoires qu'on oublie trop souvent. Car en Australie, plus de 122 000 personnes sont aujourd'hui sans abri. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Des hommes, des femmes, des enfants, des retraités, tous unis par la même détresse. Ne plus avoir d'endroit à appeler chez soi. Et le plus choquant, c'est que la plupart d'entre eux travaillent. Certains dorment dans leur voiture après une journée entière passée au bureau. D'autres se lavent dans des stations-service avant de rejoindre leur emploi le matin. Le sans-abrisme australien n'est plus une marginalité. C'est devenu une nouvelle catégorie sociale, les travailleurs sans toit. Mais cette crise n'épargne aucune région du pays. À Hobart, la capitale de la Tasmanie, l'image de carte postale dissimule une réalité insoutenable. Les loyers ont doublé en 10 ans, poussant des centaines de familles à vivre dans des tentes ou des caravanes. Les refuges débordent, les listes d'attente pour un logement social s'allongent sur des années. Plus au nord, à Darwin, le climat tropical ne rend pas la rue plus supportable. Sous la chaleur écrasante, une grande partie des sans-abri sont des Australiens autochtones venus de communautés isolées. Ils se heurtent à la discrimination, au manque de soins, et à une absence presque totale d'infrastructures adaptées. À Adélaïde et Canberra, des villes longtemps perçues comme stables, le phénomène explose aussi. Des familles qui pensaient être à l'abri basculent du jour au lendemain. Le moindre retard de paiement, la moindre facture imprévue, et c'est la chute. Les cliniques, les refuges et les associations tirent la sonnette d'alarme, le nombre de personnes vivant dans des voitures ou des hébergements temporaires n'a jamais été aussi élevé. Sur la Gold Coast, symbole de luxe et de plages dorées, les contrastes sont encore plus violents. Derrière les hôtels scintillants, des familles entières dorment dans des parkings, entre deux palmiers. La ville du rêve touristique est devenue le théâtre d'une misère invisible. Et à la fin, il reste Melbourne et Sydney. Les deux géants.
Les vitrines du pays. Mais aussi ses cicatrices les plus profondes. À Melbourne, la pandémie a laissé des milliers de personnes sans ressources. Des étudiants, des serveurs, des travailleurs précaires, tous jetés hors du système en quelques mois. Les rues du centre-ville sont devenues un abri de fortune, et le couchsurfing un mode de survie. Et puis, il y a Sydney. L'emblème de l'Australie. La ville la plus chère du pays, et la plus touchée par le sans-abrisme. Sous le Harbour Bridge et à quelques mètres de l'Opéra, des dizaines de tentes s'alignent. Des camps improvisés, balayés par la pluie et la lumière des gratte-ciel. Chaque nuit, des centaines de personnes dorment dans des parcs, des gares ou des voitures, à l'ombre de l'un des skylines les plus riches du monde. Le contraste est brutal, le luxe au sommet, la survie en bas. Et cette fracture, loin de se résorber, s'élargit chaque année. Les services d'aide sont saturés, les associations débordées, et les autorités locales dépassées. Ce qui était autrefois une crise urbaine est en train de devenir une urgence nationale. Ce qui se passe aujourd'hui en Australie n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une crise passagère. C'est le résultat d'un système construit sur ses propres contradictions. D'abord, l'immobilier n'est plus perçu comme un besoin, mais comme un placement. Depuis des décennies, les gouvernements australiens ont encouragé la spéculation à travers des avantages fiscaux massifs, comme le negative gearing, un dispositif qui permet aux investisseurs de déduire leurs pertes immobilières de leurs impôts. Résultat, acheter une maison pour la louer ou la revendre plus cher est souvent plus rentable que de travailler. Les prix montent, les investisseurs s'enrichissent, mais les familles, elles, sont exclues du marché. Pendant ce temps, les logements sociaux disparaissent. En 30 ans, le parc public est passé de 6% à moins de 3% du total national. À Sydney, plus de 50 000 demandes sont en attente. Certaines familles attendent un logement depuis plus de 10 ans. Ensuite, il y a la démographie. Avec 400 000 nouveaux arrivants chaque année, l'Australie connaît une croissance exceptionnelle, alimentée par l'immigration. Une immigration essentielle pour son économie, mais que le pays n'a jamais su accompagner d'une politique de logement adaptée. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes supplémentaires cherchent un toit, alors que la construction reste insuffisante et lente. Le modèle urbain, lui, aggrave tout. Au lieu de construire des immeubles denses et accessibles, les grandes villes continuent de s'étendre à l'horizontale. Les banlieues s'allongent, les trajets s'allongent, les loyers augmentent. L'espace ne manque pas, mais il est mal utilisé. Et les règles de zonage, complexes et restrictives, bloquent toute réforme. Enfin, la politique du logement australien souffre d'un mal plus profond, la peur du changement. Les propriétaires, majoritaires dans l'électorat, s'opposent à toute réforme qui pourrait faire baisser la valeur de leurs biens. Les gouvernements, eux, évitent d'affronter cette réalité, préférant préserver la stabilité du marché plutôt que le bien-être de la population. Quand la valeur des maisons devient plus importante que celle des vies, c'est toute une société qui s'effondre. L'Australie est aujourd'hui prise au piège de son propre rêve. Un rêve bâti sur la propriété, l'endettement et la croissance infinie. Mais ce rêve, désormais, menace de s'écrouler sous son propre poids. Pendant des décennies, l'Australie s'est présentée comme un modèle de réussite. Un pays où tout semblait possible, où chacun pouvait bâtir sa vie sur un petit bout de terre. Mais aujourd'hui, ce même rêve étouffe ceux qui ont cru en lui. Les familles qui ont tout sacrifié pour acheter une maison se retrouvent piégées par des prêts interminables, des intérêts en hausse et des loyers impossibles à suivre. Ce qui devait être un symbole de liberté est devenu une chaîne invisible. Les banlieues autrefois paisibles sont désormais des zones d'endettement massif. Les jeunes couples reportent leurs projets, les parents travaillent davantage pour rembourser, et les retraités vendent ce qu'ils ont construit toute une vie pour survivre. Le rêve australien s'est transformé en cauchemar économique. Dans les grandes villes, les contrastes sont brutaux. Des gratte-ciel luxueux, souvent à moitié vides, surplombent des tentes installées sous les ponts. Des investisseurs étrangers achètent des appartements pour les laisser inoccupés, pendant que des travailleurs australiens dorment dans leur voiture après leur shift. Le pays des grands espaces n'a jamais semblé aussi étroit. L'espoir de réussite individuelle s'est mué en course épuisante. Pour beaucoup, il ne s'agit plus de vivre mieux, mais simplement de survivre dans un système qui s'effondre lentement sous son propre poids. Le rêve australien ne s'est pas brisé d'un coup. Il s'est fissuré, morceau par morceau, dans le silence du quotidien. Et ce cauchemar n'est pas terminé. Car plus le pays s'accroche à son ancien modèle, plus il s'enfonce dans la spirale, spéculation, dette, exclusion, sans-abrisme. L'Australie avance encore, mais sur une ligne de fracture.
L'Australie se trouve aujourd'hui à un carrefour. D'un côté, l'espoir d'un changement, d'un réveil collectif. De l'autre, le mur d'un système bloqué, paralysé par ses propres contradictions. Les solutions existent, sur le papier. Construire plus, densifier les villes et réformer la fiscalité. Donner la priorité aux logements sociaux plutôt qu'à la spéculation. Et surtout, traiter le logement comme un droit fondamental, non comme un produit financier. Mais en pratique, ces réformes se heurtent à une résistance puissante. Les grands propriétaires, les investisseurs et même une partie des classes moyennes refusent tout ce qui pourrait faire chuter la valeur de leurs biens. Les gouvernements, eux, hésitent à agir, craignant d'ébranler une économie bâtie sur la croissance immobilière. Réparer le rêve australien, c'est accepter de le redéfinir. Pourtant, certains signaux montrent que le pays commence à ouvrir les yeux. Dans certaines régions, des projets pilotes testent de nouveaux modèles de logements modulaires, écologiques et abordables. Des jeunes architectes, des associations et même des communautés autochtones s'unissent pour repenser la manière d'habiter le territoire. L'idée n'est plus de posséder plus, mais de vivre mieux, différemment. Mais ces initiatives restent isolées. Face à la pression démographique, au pouvoir des investisseurs et à l'inertie politique, elles peinent à peser dans la balance. Pendant que le temps passe, le fossé se creuse, entre ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien, entre la richesse du pays et la pauvreté de son peuple. L'Australie avance, mais sans direction claire. Et si elle ne change pas de cap bientôt, le rêve australien pourrait bien s'effondrer définitivement, enterré sous les dettes, les loyers et les illusions. Sous le soleil d'Australie, les contrastes sont frappants. Un pays riche, vaste, mais incapable de loger les siens. Le rêve australien se fissure, non par manque d'argent, mais par manque de vision. Des familles dorment dans des voitures, pendant que des tours restent vides. Pourtant, tout n'est pas perdu. Si le pays choisit de remettre l'humain avant la pierre, il pourra retrouver ce qu'il a oublié, non pas la maison de ses rêves, mais le vrai sens du mot foyer. Merci d'avoir regardé ce documentaire jusqu'à la fin. Si ce sujet vous a touché, soutenez le travail indépendant en aimant la vidéo, en la partageant et en vous abonnant à la chaîne Nomade. À très bientôt pour un nouveau voyage, au cœur des réalités du monde.